Radio Cyrnéa vous dit bonjour à tous nos auditeurs. On va pas parler de ce livre, cher ami, mais c'est énorme. Hein? Pourquoi pas? Archives du mondialisme. Donc, tu vas nous présenter notre invité. Donc, j'ai le plaisir de recevoir à Radio Aligre, non, à Radio Cyrnéa. Alors, on peut plaisanter. Oui. Ou on peut espérer. C'est encore mieux. C'est une vertu. Voilà, c'est une vertu théologale et qui anime la force pour mener le bon combat. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Hilard, universitaire, docteur en sciences politiques. Oui. Bonjour. Vous avez commis de nombreux livres, certains volumineux. Citez-en quelques-uns. Alors, je vais vous citer... En désordre. Par exemple, mon premier livre, Minorité et régionalisme, avec un sous-titre Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe, mais aussi La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, la Fondation Bertelsmann, et les deux derniers livres, donc Atlas du mondialisme aux éditions de Retour aux sources, et le dernier qui vient de sortir, Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. On va parler, dans cette première émission, autour d'un livre que vous avez publié, je crois, chez Monsieur de Guibert, oui, il y a longtemps, sur la décomposition des nations européennes au profit d'une entité difficilement définissable qui évolue au cours des années, l'Europe. Bon, vieux projet qui a commencé juste après-guerre. Ça a commencé par la commission du charbon et de l'acier, contre laquelle, il ne faut pas l'oublier, les gaullistes et les communistes, mais les gaullistes, étaient vent debout. Bon, c'est bon de le rappeler, alors qu'aujourd'hui, à écouter certains tenants de ceux qui se réclament du gaullisme, ils sont européistes. Il serait bon de revenir au texte, et ce, sine ira studio, comme dirait Tacite, sans haine ni passion, de manière froide. Donc, rappelez-moi le titre que vous avez publié chez De Guibert. Alors, le titre, donc, c'était La décomposition des nations européennes, et j'avais même ajouté un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'État mondial, où je montrais, à partir donc de pièces d'archives, que c'était une étape. Oui, la construction européenne, en fait, qui est plutôt la déconstruction des États européens en faveur d'une entité supranationale, c'est une tentative d'essayer d'instaurer un bloc euro-atlantique, lui-même n'étant qu'une composante d'une gouvernance mondiale en préparation. Alors, évidemment, après, 3 points de suspension, est-ce qu'ils vont réussir? C'est autre chose. Mais au moins, les textes sont là, les documents sont là. On va revenir dès le début, mais le titre fait frémir. Décomposition. Oui. C'est un cadavre qui se décompose. Et oui. Vous auriez pu employer le mot démembrement des nations. Oh, c'est décomposition, parce que là, en fait, l'explication est assez simple. Vous avez 3 niveaux. Vous avez, en partant du bas vers le haut, les régions, les États européens et l'Union européenne. Et les régions ont de plus en plus de pouvoir, contournent l'autorité nationale pour traiter directement avec l'autorité supranationale. Et entre les deux, façon casse-noix, les États-nations, France, Espagne, etc., sont désarticulés. Et ça se voit, ça s'observe par le droit accordé aux régions, en particulier l'argent de la guerre, avec ce qu'on appelle les fonds structurels, où les régions, auparavant, recevaient l'argent de l'Europe via les préfets, l'autorité nationale. Or, depuis plusieurs années, ça a commencé avec, entre autres, le président Hollande, même un peu avant avec le Premier ministre Raffarin, par exemple le Conseil régional alsacien traite directement avec l'autorité nationale de Bruxelles, sans passer par le préfet, l'autorité nationale, pour les subsides, les intérêts financiers. Et donc ça c'est presque, je dirais pas le stade ultime, on arrive aujourd'hui à des sortes d'euro-régions. D'euro-régions. Mais bon. Alors, l'euro-région, il faut préciser. L'euro-région, c'est le principe du département à l'échelle d'un continent. Et en gros, l'euro-région, c'est quoi? C'est la réunion de minimum 2 régions, de 2 pays, réunis grâce à la disparition de la frontière d'un État. L'exemple, par exemple, l'euro-région entre l'Alsace et le Pays de Bade, qui consiste à faire disparaître la frontière d'État pour la transformer en frontière administrative. Et je précise, c'est le mot utilisé
Et comment je peux l'affirmer? Parce que tout simplement, vous avez un institut européen qui s'appelle l'ARF, qui a été créé en 1971, l'Association des régions frontalières européennes, qui n'a de nom que le nom d'Européen, car en fait tous les fondateurs sont allemands, les dirigeants sont allemands, et un de ses patrons s'appelait dans les années 80 Wolfgang Schäuble, qui était le ministre des Finances du gouvernement Merkel, et l'objectif c'est de favoriser la coopération transfrontalière, qui est une chose bonne en Allemagne, puisque les travailleurs frontaliers alsaciens qui vont travailler en Allemagne, il faut des arrangements financiers pour payer les impôts. Ils travaillent en Allemagne, mais les impôts... Ou des Français qui vont en Suisse, ou des Suisses qui viennent en France. Disons que la coopération transfrontalière, ou lutter contre la pollution, à la base, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'ils partent d'un fait juste pour le dédier en cours de route, et chapitre 3, alinéa 3.2, donc je suis précis dans les textes, les objectifs de l'ARF, c'est de transformer les frontières des États, entre la France-Allemagne, la France-Espagne, l'Allemagne et la Pologne, en frontières administratives. Et la frontière administrative, c'est plus une frontière qui exprime la souveraineté de l'État. Et à partir du moment où la frontière est devenue défunte, la région Alsace et la région Alsace et Pays de Bade peuvent être soudées pour créer un gros département, une eurorégion à l'échelle du continent européen. Alors venons au début de l'Europe. Donc après-guerre, l'Europe exsangue, un rêve de paix, et on peut dire qu'à l'époque, même l'Église catholique, Pie XII, favorisait l'émergence d'une certaine coopération entre nations. Exact. Et à l'époque, c'était la période glorieuse de ce qu'on appelait des démocraties chrétiennes. Schuman en est un des piliers, Adenauer, ou Gasperi. À cette époque, les nations avaient encore leur souveraineté. Il ne s'agissait que de coopération limitée. Et quelle était la raison? Peut-être le choc de la guerre. Alors, difficile. Déjà, vous savez, l'idée d'une construction européenne, vous avez déjà cette histoire de construction européenne dans un document du début XIVe siècle avec le juriste Pierre Dubois, sous le règne de Philippe le Bel. Et vous avez eu aussi un prince en tchèque, je crois, qui avait au XVe siècle évoqué déjà l'idée d'un bloc européen unifié avec une assemblée de princes, et le nom de ce prince tchèque m'échappe. Alors, évidemment, cette idée de construction européenne a vraiment bien démarré après 1945, mais il faut quand même rappeler, au XIXe siècle, les propos d'un Victor Hugo appelant à une Europe unifiée, les États-Unis d'Europe, ce qui faisait rire d'ailleurs les personnes qui l'entendaient. Donc il y a déjà, l'idée n'est pas nouvelle. Mais chez Victor Hugo, on voit très bien que le côté lyrique. Lyrique et utopique. Oui. Alors que là, ils ont voulu essayer véritablement de poser les jalons, en sachant que déjà, avant la guerre de 1945, vous avez eu une tentative avec la SDN et le fameux discours du président du Conseil Aristide Briand à la SDN en 1929, qui disait qu'il fallait mettre en place, comment dire, une Europe, une sorte d'Europe fédérale. Et évidemment, fédéral par définition, c'est un supranational. Et la crise de 29 mais si on revient juste après-guerre. Voilà. Mais j'aime bien, vous savez, aller toujours aux causes profondes racistes. Bien sûr. Après 45, oui. Mais après 45, il n'était pas encore question d'une Europe supranationale. Alors, il s'agissait que d'une coopération d'États. Alors, il y a une chose il y a ce qu'on voit sur la scène. Et derrière, ce qui se passe dans les coulisses. Alors, mais officiellement, oui. Mais pourquoi? Et à l'époque, De Gaulle ne voulait pas, le général de Gaulle ne voulait pas l'entrée d'Angleterre. Déjà, De Gaulle n'était pas au pouvoir dans les années 50. Pas dans les années 50, mais un peu plus tard. Après, en 58. Il ne voulait pas de l'Angleterre. Pour quelle raison? Parce qu'il considérait l'Angleterre comme le cheval de Troie de l'Amérique. Oui, le porte-avions américain. Voilà. Bon, aujourd'hui, on voit que c'est l'Angleterre qui quitte l'Europe. Oui, alors elle quitte. Mais on y reviendra plus tard. Alors, il est évident que parmi les fondateurs de l'Europe, certains, et aujourd'hui l'histoire... un cité. Oui, étaient des agents américains. Oui, Schuman et... Et surtout, l'autre, son compagnon... celui qu'il faut citer, la figure de proue dans cette histoire, c'est Joseph Ratzinger.
Alors, parce que je pense par exemple au fameux livre de Philippe de Villiers, qui a balancé des choses tout à fait justes sur le rôle de Schuman, de Walter Hallstein, ou encore de Monet, qui évidemment sont des acteurs clés de la construction européenne. Mais la figure de proue qui n'est pas évoquée, et qui est l'élément essentiel, c'est Joseph Ratzinger, pour vous situer dans le temps, 1888-1960, qui, en mai 1946, a prononcé le fameux discours à Chatham House. Chatham House est un institut mondialiste de politique étrangère qui a été créé en 1919 par Lionel Curtis, qui est un des fils spirituels de Cecil Rhodes, grand Manitou, grand prince du mondialisme. Et en mai 1946, ce discours est fabuleux parce qu'il dit qu'il faut mettre en place une Europe puissance, etc. Et ça commence dès 1946 avec la création du premier institut, l'embryon de la CE, qui s'appelait, le nom a changé en cours de route, mais le nom définitif c'était la LECE, la Ligue Européenne de Coopération Économique. Coopération économique, dont la section française était dirigée par un certain Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valéry. Le père. Et ce même Ratzinger, qui était le secrétaire de la LECE, a favorisé aussi la création, la mise en forme du mouvement européen, lui présidé par un Anglais, Duncan Sandys, gendre de Winston Churchill. C'est le même Ratzinger qui a lancé au mois de mai 1948 le fameux congrès de la Haye, qui est vraiment l'élément déterminant pour lancer la construction européenne présidée par Churchill. Mais c'est Ratzinger qui est à la manœuvre. Et dans l'idée d'un partenariat transatlantique, vous avez dans les années 1948-49 la création du Comité américain pour une Europe unifiée, qui va être dirigé par William Donovan, qui durant la Seconde Guerre mondiale était le patron de l'OSS, les services secrets américains, qui deviennent ensuite la CIA, en lien avec les frères Dulles, un qui était le ministre des Affaires étrangères, l'autre le premier patron de la CIA. Et donc Ratzinger joue un rôle capital et dans le lancement de ce comité américain pour une Europe unifiée. Et cerise sur le gâteau, c'est Ratzinger en lien avec la famille Rockefeller, enfin David Rockefeller, qui lance la création du Bilderberg en 1954, dont il est le secrétaire jusqu'à sa mort en 1960. La figure de proue de la construction européenne, qui a permis à des Monet, Schuman et aussi Richard de Coudenhove-Kalergi, pour la PAD d'Europe, d'agir, c'est Ratzinger. Mais ça, la plupart des gens l'ignorent totalement. Oui, c'est vrai. Et au départ, il s'agissait qu'une coopération entre nations libres, égales, oui. Et dans le meilleur ou dans le pire des cas, à l'époque, la plupart des hommes politiques pensaient à l'Europe des nations. Exact, oui. Et aujourd'hui, l'Europe, non seulement est devenue un rêve ou une utopie, mais une Europe supranationale, dans laquelle, d'où le titre de votre livre, la décomposition des nations européennes. Il faut tuer l'âme de ces États. Comment est-on arrivé d'une Europe des nations à une Europe supranationale? Alors, l'élément... Quelles ont été les mutations? Eh bien, il y a un mot qu'il faut utiliser, c'est par étapes. En 45, 46, 47, il était impossible pour ces gens-là de présenter le programme final de but en blanc. Il fallait y aller par étapes. Vous savez, c'est comme Vatican II. Bergoglio ne pouvait pas faire ce qu'il fait aujourd'hui s'il avait été pape pendant les années 60. Pour décomposer, il faut y aller doucement, pour que peu à peu le poison infuse et passer d'un étage à un autre. Et donc, on a commencé par une chose juste, qui est une coopération entre États, mais évidemment, c'est comme la coopération transfrontalière, on ne vit pas isolé, on ne vit pas cloîtré. Et on peut expliquer aussi qu'à l'époque, il y avait la menace communiste, le bloc de l'Est. Donc il y a beaucoup de gens, peu importe leur politique de droite, de gauche, qui par réaction ou par crainte, les deux, la peur de faire beaucoup de choses. On dit que peut-être l'Europe, et peut-être même dans le pire des cas l'Europe américaine, serait une protection contre la les menace hordes, soviétique. La menace soviétique. En n'oubliant pas que l'élément deuxième chose, c'était le parapluie nucléaire américain qui était l'élément clé de la protection de l'Europe de l'Ouest. Et à l'époque, les fondateurs de l'Europe étaient tous plus ou moins, ils étaient tous démocrates chrétiens. Oui, les pires. Bon, mais ça c'est un jugement de valeur. Oui, mais vous savez mélanger la démocratie et le christianisme. Oui. Mais à l'époque, quelqu'un comme Schuman, on ne peut pas mettre en doute, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur sa politique, qu'il se croyait ou qu'il pratiquait comme un chrétien authentique.
Aujourd'hui, s'il revenait, imaginons. Oui, il y a un mot pour ça d'ailleurs. Oui. Ça s'appelle un idiot utile. Oui, mais si, imaginons qu'il revienne aujourd'hui à Strasbourg, oui. il se ferait huer. Oui, mais en fait, ces gens-là, ils ont été utiles. C'est ça qu'il faut, je reprends l'expression par étapes. On ne peut pas, un Cohn-Bendit en 48, s'il avait vécu le même âge à cette époque-là, ne pouvait pas faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il y avait des esprits encore trop classiques, trop respectueux de l'État souverain, donc il fallait y aller par étapes, mais peu à peu, utiliser des méthodes permettant ensuite d'instaurer un État supranational. Mais il fallait y aller. Par exemple, la création du Parlement européen. C'est pas en 1948, c'est pas en 1950. Les premières élections du Parlement européen, c'est 1979. C'était une couche supplémentaire pour peu à peu disloquer. C'est par étapes. Et en fait, ce Parlement a-t-il un réel pouvoir? C'est surtout la Commission européenne, mais évidemment. Oui. C'est la Commission européenne. Mais, oui, évidemment. Mais le Parlement européen n'est qu'un amplificateur de la puissance de la Commission européenne. Mais il y a une chose qu'il faut, et vous citiez le bouquin, mon livre, La décomposition des nations européennes, j'ai cité et publié en fait l'intégralité du discours de Richard de Coudenhove-Kalergi, discours prononcé en 1950, lorsqu'il a reçu pour la première fois, c'est le premier à avoir reçu, le prix Charlemagne. Prix Charlemagne qui est le prix donné aux personnes qui œuvrent en faveur de la construction européenne. Chaque année, il y a une personne qui reçoit ce prix. Et d'ailleurs, pour information, vous pouvez voir toute la liste des heureux bénéficiaires sur le site www.karlspreis, c'est prix Charlemagne, alors j'appelle KARLSPREIS.de, karlspreis.de. Par exemple, Macron l'a reçu, mais le reçu Winston Churchill, Monnet, Schuman, etc. Et l'ironie, mais vous allez voir, quand je parle de la décomposition des nations européennes et de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, qui a reçu ce prix en 1987, donc je rappelle la construction européenne, Henry Kissinger. Et en 2000, le président Bill Clinton, président des États-Unis, qui reçoit un prix pour la construction européenne. C'est là où on voit l'ironie. Et dans son message de remerciement, Bill Clinton rend hommage à la régionalisation de l'Europe, parce que les lobbies américains à Bruxelles peuvent s'adresser directement aux représentations régionales alsaciennes, piémontaises, catalanes, par-dessus les États. Mais bien sûr, c'est comme ça. Le stade ultime, mais il faudrait voir les États. Le stade ultime, ce serait au fond une Europe confédérale où les différents pays seraient absorbés dans cette entité et il n'y aurait plus que des régions. La finalité, oui, pour eux, leur idéal, c'est ça. Leur idéal, c'est ça. Donc, imaginons le Pays Basque, la région basque, serait de chaque côté de la frontière. Une euro-région basque, franco-espagnole, oui, des États qui disparaissent. L'Alsace-Lorraine avec une Pays de Bade. Voilà. Ça s'appelle les euro-régions, et d'ailleurs vous en avez plein, et d'ailleurs c'est ce que j'ai montré dans mes livres. Mais alors, quelles ont été les étapes? Parce qu'au départ, encore, De Gaulle, il n'était pas question de remettre en cause les frontières, la souveraineté d'une nation. Comment est-on passé de ce premier... cette première étape à aujourd'hui? Alors, la bascule, j'allais dire, c'est 68. Mais 68, où là, De Gaulle... avant de continuer, De Gaulle n'avait pas voulu... De Gaulle a commis la faute de ratifier, d'accepter le traité de Rome de 57. À partir du moment où ça a été signé, eh bien, fatalement, le ver était dans le fruit. Et le fruit, peu à peu, il s'est fait bouffer par le ver. Alors, De Gaulle, en fait, il aurait dû dire, écoutez, ce projet, enfin, ce traité de Rome de 57... Rappelez de quoi qui, en fait, traité de Rome, c'est la création de la CE, la Communauté économique européenne, déjà annoncée et préparée par ce que vous avez cité tout à l'heure, la Ligue européenne de coopération économique de 46. C'est toujours par étape, une couche géologique, etc. etc. Oui, bien sûr. Et donc, De Gaulle, si vraiment il aurait dû dire, écoutez, la signature de ce document qui condamne à mort la France dans l'avenir, pas tout de suite, mais dans l'avenir, parce que la finalité de ce traité de Rome, c'est d'aboutir à une Europe supranationale. Et il fallait arrêter. Vous savez, c'est comme le cancer. Dès qu'il est pris dès le début, c'est sans phase terminale. Mais il n'est pas évident que les protagonistes de l'époque en avaient vraiment conscience.
Alors, le texte un De Gaulle, son était... intelligence était quand même, il savait, mais peut-être pour rester au pouvoir, il fallait avaler certaines couleuvres. Alors, je vais non pas faire l'avocat de Gaulle, Oui. rassurez-vous, Oui. et peu importe, il s'agit de porter un regard d'historien. 68 a été un point de rupture en France. Est-ce que c'est pas une des premières révolutions de couleur, fomentée par certaines puissances étrangères, parce que De Gaulle, malgré tout, était un nationaliste, quelle que soit la définition exacte. Donc, il quitte le temps. En 66. Et il tient la nation encore. Il fallait qu'il dégage parce que, effectivement, ce que vous dites, je vais vous dire l'ironie, De Gaulle, il a voulu le pouvoir, il a rétabli les principes de 1789 en 44-45, qui sont des principes qui empoisonnent la population française, et la jeunesse qu'il a flanqué à la porte en 68, enfin il a démissionné l'année suivante, eh bien c'est une jeunesse à l'esprit empoisonné par le principe de 89, jeunesse excitée par des puissances étrangères. Et surtout la contre-culture américaine. Et bien entendu. Qui a commencé un an plus tôt. Oui. Et qui a bouleversé le Canada. Et qui a contaminé les esprits. Le Canada et après la France. Oui. Alors que, à l'époque, le Canada était une société apparemment beaucoup plus catholique et conservatrice que la Canadiens France. français, oui. C'est ça qui est Il y a eu curieux. ce qu'on appelle la révolution tranquille. Et qui est en fait dévastatrice. Oui. Alors, pour le coup de Gaulle, alors je rappelle très rapidement, je cite ce petit élément, le fameux discours de Koudenov-Kalergi en 1950, où il annonce une Europe unie de l'Islande à la Turquie, de la Finlande au Portugal. Alors là, on voit la Turquie actuellement, c'est mal parti, mais on voit déjà le projet, et il ajoute créer une Union Atlantique, une fédération à trois, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Alors il dit pas l'Angleterre, en fait il dit l'Empire britannique pour être précis. Une fédération à trois. Et donc De Gaulle arrive en 57-58. Les événements de 68 en fait l'obligent à partir, mais j'allais dire à partir du moment où on a rétabli le principe de 89, eh bien c'est ce que j'ai montré dans mes recherches, c'est que le principe de 89 conduise inexorablement au supranational. Alors, comme disaient les révolutionnaires, ils disaient la République universelle. Oui, parce qu'il y a une abstraction, c'est ça. Voilà, et donc c'est le refus d'une réalité enracinée dans le charnel. D'où, par exemple, la disparition des provinces à la Révolution française, avec des départements encarrés. On va revenir là-dessus. Alors que De Gaulle était de culture, au fond, barésienne. Oui, mais... C'est ça qui est curieux. Oui, mais il n'a pas compris, je pense qu'il devait sentir, vu sa grande intelligence et sa culture classique, il sentait que 89, il y a un poison là-dedans, tôt ou tard, et que ça allait ronger la société. Mais il y a un élément qu'il faut connaître, et j'ai cité Koudenov. Richard Koudenov-Kalergi meurt en 1972, et c'est lui, donc, le fondateur de la Pan-Europe, qui veut une Europe supranationale, avec l'œcuménisme religieux entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. C'est dans ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la Pan-Europe. Hein. Je ne fais que redire. Bon. Et la Pan-Europe qui est à l'origine des textes européens en faveur de la protection des minorités. Puisque la Pan-Europe-Allemagne, vous avez des subdivisions, Pan-Europe-France, Pan-Europe-Italie, Pan-Europe-Allemagne. Les dirigeants de la Pan-Europe-Allemagne ont joué un rôle dans la rédaction, par exemple, de la charte régionale. Bon, pourquoi je parle de la Pan-Europe? Parce que le trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60 s'appelait Georges Pompidou. Et lorsque Koudenov-Kalergi est mort en 1972, le successeur, ça a été Otto de Habsbourg, sur proposition de Georges Pompidou. Donc c'est intéressant de voir que ce Georges Pompidou, trésorier de la Pan-Europe France, ancien de la Banque Rothschild, Premier ministre de De Gaulle, et c'est là envie de dire, De Gaulle, qu'est-ce qui lui a pris d'avoir un homme qui a vendu la France et qui ensuite a permis, Pompidou, l'intégration de l'Angleterre dans à l'époque, la CE. Alors revenons. Au départ, Europe des Nations. Quelles ont été les étapes qui amènent la situation actuelle. Bon, alors déjà... Qui n'est pas encore arrivé à son stade ultime. Hein. Disons que les microbes se répandent, les virus se répandent dans le corps de l'organisme. Bon, alors d'abord, vous avez eu ce qu'on a... Alors, je reprends l'expression de Richard Koudenov-Kalergi. Avant même la création de la CE en 57, il parlait je cite son expression, une union Charlemagne représentant les États du Benelux, donc Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, France, l'Allemagne, à l'époque l'Allemagne de l'Ouest, et l'Italie. Et il y avait donc une coopération entre États
le souverain avec un début quand même, un début de lancement du supranational, mais à dose homéopathique encore. Et ça a pris l'ampleur. Mais une chose qui a fait que les choses sont allées pas trop vite, ou en tout cas les microbes ne se sont pas trop développés dans l'organisme, c'est qu'on est dans une Europe coupée en deux, sous menace soviétique. Donc, construction européenne, ça va pas trop loin. Là, on commence à voir la bascule, c'est déjà dans les années 80 avec les accords de Schengen en 86, libre circulation, où déjà on a libre circulation des biens des personnes, et il faut rappeler que ces principes de libre circulation établis par Schengen en 86, on les retrouve dans le livre de ce moine français Émeric Crusset, livre sorti en 1623, qui appelle un État mondial avec la libre circulation des biens des personnes, avec une monnaie mondiale et capitale de ce monde, pas Helsinki, pas Tananarive, pas Pékin, mais Venise, la sérénissime centre de la finance et aussi de l'invention du mot ghetto. Mais ça, on fera une émission justement sur la banque vénitienne. C'est ça, pour montrer que... Oui, bien sûr. En fait, ce que j'essaie de montrer dans mes bouquins, c'est que des choses actuelles, quelquefois, des explications, il faut remonter il y a 500 ans, il y a 1000 ans. L'histoire humaine est complexe, et pas, j'allais dire presque heureusement. Parce que si l'être humain était un tas de viande, bon... c'est ce que je comprends bien, le passé fait le présent, et le présent fait l'avenir. C'est comme disait un rationaliste du XIXe siècle, les morts gouvernent les vivants. C'est... celui qui a fait les morts, M-O-R-T. Oui, les morts. Oui. Bref, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est pas la tête de mort qui... Non, mais moi, en tant que Corse, j'ai tout de suite des sons étranges. Oui. Mais peut-être on va vous obliger à la retirer. Oui. Qui sait? Il y a eu une pétition qui a été faite. Ça ne m'étonne pas. Et peut-être... une pétition à l'échelon France. Par qui? Par différentes personnes qui voulaient qui intervenaient auprès de Macron, etc., pour que cette symbolique régionale et tout ça n'avait aucun sens. Et surtout la couronne de Marie. Non, mais là c'était pour la tête de mort. Bon. Voilà. Donc, Parlement Schengen, oui. Donc, il y a eu Schengen, d'abord le Parlement européen en 79, et je rappelle, alors je ne sais plus si c'est Jacques Bordiot ou Pierre Virion, qui déjà en 1979 gouvernement mondial, qui avait expliqué que c'était de la vérole, que c'était une étape pour aussi désosser les... Donc, Parlement, 79, Commission, Schengen, 86, et évidemment, après la chute du mur de Berlin, alors là c'est une accélération foudroyante, avec Maastricht en 92. Où là, vraiment, là, c'est le supranational. On va terminer bientôt notre émission. Est-ce que vous pouvez évoquer l'importance de la charte des langues régionales et ses conséquences? Alors, parce que, vous voyez, on peut très bien être attaché à notre nation France, au terroir, et aux langues régionales. Le breton, le provençal, le flamand, le basque, le corse. Et bien ce qui fait la variété et la richesse. Oui. On peut penser par exemple à Mistral. Oui, mais bien sûr. Alors, rapidement, en fait, la Révolution française a voulu éradiquer, ils ont réussi. Presque. Mais la charte des langues régionales, on va faire la généalogie très rapide. Ça a été lancé par une résolution. La résolution 192-1988 d'un rapporteur allemand qui s'appelle Herbert Kohn. Et dans mon livre, Archives du mondialisme, vous avez le discours de Herbert Kohn, écrit en allemand, mais intégralement... Avec une traduction. Parce que tous les documents en langue étrangère sont intégralement traduits en français, où il rend hommage à cette résolution qui prépare la charte des langues régionales en liaison avec un Autrichien, qui s'appelait Theodor Feiter. Et cette résolution, en fait, a été préparée par une pléthore de juristes essentiellement allemands, autrichiens et sud-tyroliens, des Italiens germanophones de Bolzano. Et cette charte a pour objectif de favoriser la promotion des langues flamandes, catalanes, etc., dans les services administratifs, dans tous les domaines, la télévision, dans le domaine juridique. Mais il faut toujours l'associer à la Convention cadre pour la protection des minorités, la promotion des groupes ethniques, lancée aussi par les Allemands, en liaison avec les régions,
Et tout ça, ça va ensemble. En fait, j'ai épluché les pièces d'archives. En fait, ça a été ma thèse de sciences politiques, donc je connais le sujet. Et en fait, tout ça, ça va. L'objectif, c'est de créer une Europe à base ethnique et linguistique. Mettons à bas les États, une Europe morcelée. Et ce que j'explique, c'est que ceux qui vont vraiment bénéficier de cette Europe des régions à base ethnique et linguistique ne sont pas les Basques, les Catalans, les Corses, les Flamands. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce sont les populations extra-européennes. Oui, très qui important. Forment des populations compactes dans certaines zones d'Île-de-France. Et qui pourront réclamer leurs droits. Et qui pourront, au nom de la démocratie et l'égalité des droits, exiger des droits linguistiques, des droits territoriaux. Et dans mon livre La décomposition des nations européennes, j'appelle ça l'émergence de Kosovo. Bien sûr, parce que, bon, en Corse, vous pratiquez votre langue. Elle a quasiment disparu en Bretagne. C'est clair. En Provence. Là, on prend les Basque, ça tient encore. ça tient un peu encore. Voilà. Mais dans la région de Toulouse, le patois a presque complètement disparu. Oui. Donc, si on subventionne des écoles publiques ou... Diwan, par exemple, en Oui. Bretagne, moi je suis breton. Hein, Oui. Mais on voit très bien. D'ailleurs, il y avait le pays gallo Et oui, et bon, pas pareil. c'est pas pareil. Et il y avait une vieille tradition en Bretagne qui a plus ou moins perduré jusque avant-guerre, où les prêtres, par exemple, prêchaient en breton. Oui. En Alsace, ça a complètement disparu après le concile. Mais théoriquement, à l'époque c'était la liturgie en latin, on lisait l'épître en allemand ou en alsacien, l'évangile en latin, allemand et français, et le sermon était en 2 temps. Ça a complètement disparu. Oui. Autrefois, mon cousin était médecin en Alsace, dans la Décapole. Oui, c'était les 10 villes libres qui relevaient directement de l'empereur. Et je ne rappellerai pas certaines particularités régionales qui pourraient faire frémir certaines âmes sensibles. Ou fragiles. Mais quand on rentrait, on parlait français dans la rue. Mais quand on rentrait chez le médecin, on commençait à déshabiller, on parlait patois. On passait d'une langue à l'autre. Ça se perd. Oui. Donc, qu'est-ce que peut aboutir ces directives européennes? Des reconstitutions plus ou moins artificielles. Et on peut imaginer, il y a peu de peuples qui ont préservé la langue, la culture, sans avoir une assise étatique. On peut penser aux Arméniens, on peut penser aux Juifs, qui ont même recréé leur langue. Oui. Il paraît utopique d'imaginer qu'en Provence, même si on voit les panneaux d'utilisation de langue en français et en provençal, ça c'est pour faire plaisir à certains esprits romantico, Oui. Oui. Mais en fait, tous ces documents style charte des langues régionales, c'est un outil pour favoriser l'émancipation politique des régions. En fait, c'est la carotte pour en fait conduire à une émancipation politique des régions qui ne vont plus dépendre de l'autorité nationale, mais de l'autorité supranationale. En fait, le but c'est de désosser les États. Donc je vais être très clair. Donc, la charte régionale, c'est un attrape-nigo. Je vais être très clair, et puisqu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Imaginons par exemple qu'en Seine-Saint-Denis, dans quelques années, il y ait 60% de gens qui parlent arabe. Avec différents dialectes arabes. Mais ils pourront exiger de l'Europe que leur langue soit enseignée au lycée. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Normalement, c'est eux les vrais gagnants dans l'histoire. Oui. C'est ce que j'appelle l'Europe kosovare. C'est ce qui s'est passé pour le Kosovo. Le Kosovo à l'origine, c'était l'île de France de la culture. Alors ce qui est amusant, et puis, à un moment donné, il y a eu une majorité musulmane. Le kosovar, c'est un mot qui a été créé très récemment, mais c'est important non pas par obsession d'amitié serbe ou slave, mais que ça a été un laboratoire de l'Europe. Ah, entièrement d'accord. Et ça a été, au fond, la seule guerre
On a prétendu, grâce à l'Europe, il n'y a pas eu de guerre en Europe. Mais si, en 99. Il y a les Européens qui ont massacré d'autres Européens. Et malheureusement, les dirigeants français ont été des laquais du pouvoir anglo-saxon. Et israélien. Il ne faut jamais les oublier. Qu'est-ce qu'on remarque? Au Kosovo, qui était une terre serbe, Culture serbe. avait une langue. Aujourd'hui, il y a une partie de la mafia albanaise qui a profité des circonstances. Et quant aux musulmans serbes qui étaient là, c'était plus ou moins des traîtres à leur pays. Question de l'impôt, question des mariages. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, et ça va arriver dans certains de nos départements. Un musulman peut épouser une non-musulmane, mais une musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Ou alors le chrétien doit se convertir. Et c'est comme ça que les populations qui étaient autrefois chrétiennes ou berbères ont basculé et ont été islamisés. Oui, c'est ça, oui. Alors il y a une chose qui m'amuse ou qui peut être inquiétante, et il n'y a aucun propos anti-islam. Il y a des braves musulmans. Mais faire prier des chrétiens et des musulmans ensemble, Marie, est une manière de préparer le terrain à l'islamisation. Car aucun musulman n'accepterait, aucun imam, que des chrétiens aillent à la mosquée prier Marie. Bien sûr que non. Et même, dialogue interreligieux, c'est normal qu'au point de vue culturel, il y ait un dialogue entre toutes les religions. C'est normal. Dialogue culturel. Mais un vrai musulman, ou un vrai juif, on peut par exemple, vous aimez le chant corse. On pourrait très bien faire une sorte de concert de chant de la Méditerranée. Oui. Pourquoi pas? Ouais. Mais le vrai musulman, le vrai juif, s'il y a des chants religieux, crierait au scandale. Et ça, on y dupe. Il y a une chose qu'il faut toujours rappeler, un truc de base. L'islam n'établit pas de distinction entre le spirituel et le temporel. L'islam est à la fois une religion et politique. Une loi. Une loi. Le Coran est incréé, c'est-à-dire que c'est du divin. Et donc, Coran incréé plus non-distinction entre le spirituel et le temporel, obligatoirement, le Coran est supérieur au droit français, au droit italien. Il y a bien sûr. Alors pourquoi migration massive. Pourquoi cette digression? Il y a quelques années, pour le texte soi-disant de référence de l'Europe, on a refusé les racines chrétiennes. Et certains hauts magistrats du pays ont dit que nos racines étaient autant judéo-chrétiennes que musulmanes. Alors déjà, judéo-chrétienne, c'est une expression fausse. Oui, non, mais ça c'est... Mais on fait que reprendre leur expression. Oui. Mais comme si l'islam avait été... Oui. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, que les peuples européens, ne parlons pas de la bataille de Poitiers, ou des razzias, ou des ceci, ou des cela, mais sur le plan européen, sur le continent européen, c'était l'homme blanc, l'Européen, qui était le premier à pratiquer l'indépendance, la guerre de décolonisation contre les Turcs. Et on a l'impression qu'on arrive à un basculement de l'histoire. Ça, on y arrive. Mais écoutez, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre entretien, qu'on va reprendre très bientôt. À très bientôt. Radio Cyrnéa vous dit vraiment à très bientôt.